bienvenue à Polysécure. À cet épisode, je suis avec Vincent. Salut, c'est encore moi. Yo! Commençons par les shameless plugs. Essentiellement, COVID-19, on est encore là-dedans. Confinement, lavage de mains, ainsi de suite. Au Québec, on est dans un tournant bientôt de est-ce qu'on va vraiment déconfiner ou pas. Les nouvelles internationales disent à l'heure actuelle que non, on déconfinera probablement pas parce que la nouvelle variante est immunisée au nouveau virus, fait qu'on a un problème. Fait qu'on demeure sur le fait que, s'il vous plaît, masque, distanciation, lavez-vous les mains. Puis si on fait ça, on va être capable de revivre semi-normalement, au moins un peu, sans avoir à trop souffrir. Mais s'il vous plaît, respectez ces règles-là. Autre shameless plug, le Sécure, au mois d'avril, on revient, on a annulé l'événement 2020 à cause du confinement, on reprend en 2021. Tous nos conférenciers à l'heure sont confirmés, vont être affichés sur le site progressivement. De super conférenciers, ça va être vraiment sweet. Virtuel cette année, on va tester cet élément-là, fait qu'on vous invite à aller voir dans les show notes pour le lien pour vous inscrire. Et commençons avec les nouvelles. On va commencer avec quelque chose de peut-être qui à ce stade est rendu banal, parce que ça fait plus que moi on en parle. SolarWinds. SolarWinds a été, je crois, occupé beaucoup d'espace chez les professionnels de sécurité. Dans les show notes, j'ai mis une panoplie d'URL avec genre Malwarebytes qui s'est fait avoir, avec Microsoft, avec toutes les choses, comment ils ont détecté, qui ont utilisé le SolarWinds pour injecter des variantes de certains virus dans les entreprises et ainsi de suite. Somme toute, cet événement-là, il est Ah, là, tu me poses la question. En fait, je vais démarrer, si tu me permets, Nick, peut-être pas d'un point de vue audit interne, je vais démarrer d'un point de vue risque. C'est de pas nécessairement prendre à lettre tout ce qu'on nous dit, surtout avec nos tiers, avec les fournisseurs avec qui on fait affaire, notamment les grands joueurs, etc. Ça nous prend ça prend un certain niveau de confort. Donc, on commence toujours d'un point de vue gestion, gouvernance, lettre d'intention, lettre de confort, appelons ça comme vous voulez. De plus en plus, ce que je vois, c'est que les compagnies qui font affaire avec des tiers, que ce soit pour surtout l'échange de données notamment, ou l'utilisation de services notamment applicatifs. J'ai pas envie de passer dans le IaaS, le SaaS ou le quoi que ce soit là. Je veux utiliser des termes ultra banals. Autrement dit, vous avez des services, vous ne voulez pas acheter de logiciel, il y a un tiers qui fournit le service, vous pitchez le nom des données, mais il y a des fonctionnalités qui sont installées chez eux. Le mal se produit. Ça prend maintenant une bonne assurance au niveau du contrat que vous avez avec eux, donc notamment en gestion d'incidents et des recours pardon, je vais y aller par étapes. Vous assurez que d'un point de vue de gestion des données, gestion des incidents, ils ont des mesures en place, que le partage des responsabilités est bien établi entre vous et le fournisseur pour vous protéger. Et puis, des possibles recours, je ne parle pas de les traîner en cours, les possibles recours pour avoir une assurance raisonnable que ce que le tiers, le fournisseur vous fournit comme assurance en sécurité, notamment les fameux rapports SOC 2. Est-ce que le tiers, d'un point de vue marketing, est prêt à déclarer des contrôles qu'il fait tester annuellement et pour lesquels il divulgue les résultats
à sa clientèle pour offrir une assurance raisonnable que les données, les fonctionnalités, etc. fonctionnent telles que c'est prévu. Ajouter des clauses, notamment pour pouvoir envoyer un auditeur externe, faire une revue, bien entendu, à vos frais. À vos frais, faites attention, à vos frais, pour évaluer l'environnement qui traite les données, pas nécessairement vos données, vous n'êtes pas leur seul client. Si vous voulez vos données, ça va être un rapport spécifique qu'on appelle. Et puis, il y a toutes sortes de mesures, effectivement, qu'on peut employer. Mais sachez que quand le mal est fait, ben, le mal est fait. N'envoyez pas un auditeur faire des travaux, le mal est fait. On est en gestion d'incidents à ce moment-là. Alors, je reviens à mon premier élément. Assurez-vous que dans les clauses, il y a des éléments au niveau de la gestion des incidents. Vous êtes avisé en temps opportun. Oui. Vous êtes amené à participer en temps opportun. Mais bien important, fournisseur a un programme de gestion d'incidents. J'ai pas envie de parler de processus. Il y a un programme. Il y a des éléments en place. Vous n'êtes pas là pour évaluer leur capacité, leurs compétences. Ils disent dans le contrat, un contrat, c'est fait pour se protéger, définir les responsabilités. Moi, c'est ce que je vous dis. Mais c'est très important, à cette heure, les compagnies de plus en plus veulent une assurance supplémentaire. Ce qui veut dire que, dépendamment du contrat, je vais parler des GAFAM notamment. Les GAFAM sont énormes. C'est un gros poids. C'est pas vrai que même un Google qui ferait affaire avec Microsoft, Google aurait du poids pour dire à Microsoft de changer des clauses dans le contrat. Peut-être qu'il y en a qui trouvent ça drôle, là, mais les gros, ils sont blindés. Ils ont des armées d'avocats, ils ont des moyens. Ils vous offrent des services, ils dominent. Les contrôles sont en place, les processus sont en place. Croyez-moi, les SOC 2 sont en place. Que vous voulez, demandez-le. Mais pour tous les autres fournisseurs, puis là, je ne veux pas les discriminer, les autres fournisseurs, c'est pas parce que vous êtes moins gros que je veux vous discriminer, mais assurez-vous de vous faire accompagner dans la composition de votre contrat, d'avoir les clauses nécessaires. Puis prenez conscience que quand vous traitez les données d'un client, le client, là, il est tenu par la loi, dépendamment des données qu'il recueille pour l'objet du dossier. J'aime bien ce terme. Dépendamment du type de données, du degré de confidentialité, elle transige chez vous ces données-là. Votre client s'attend à une forme d'assurance. Il ne serait pas impossible que des éléments de sécurité supplémentaires devant être annexés au contrat et acquiescés puis acceptés par vous en termes de responsabilité soient rajoutés. Pratique extrêmement courante à travers le monde présentement parce que la gestion des contrats, revoir les standards, je le sais, c'est long, mais il y a des éléments beaucoup plus technologiques. Il y a des précédents qui ont été créés, des éléments justice qui ont été traités, puis pour lesquels il y a des jugements qui ont été rendus aussi. Ils n'apparaissent pas présentement dans vos contrats. Il faut commencer à en tenir compte. C'est un très beau tour d'horizon de ce qu'on a pour l'info nuagique. Faire affaire avec des tiers, parce que tu sais, là, on est en 2021. Je comprends pas encore pourquoi on s'énerve avec l'info nuagique en tant que tel, parce que faire l'info nuagique, c'est comme faire affaire avec un fournisseur tiers. Ça fait depuis les années 70 que les compagnies délèguent à des compagnies tiers le traitement informatique. Les processus, et tu l'as abondamment là, redit là. Moi, c'était à l'époque, c'est les SA70, maintenant, c'est les SAE 18 qui sont un point de référence. Tu en as nommé d'autres qui sont plus familiers au niveau financier, qui sont des standards que les fournisseurs de services informatiques doivent se soumettre et se faire évaluer par un tiers, dire est-ce qu'ils font vraiment ce qu'ils disent. Parce que la relation de confiance dans un prestataire de service, et tu l'as abondamment dit, c'est comment tu établis ton lien de confiance avec eux, c'est à travers des éléments contractuels,
Et c'est là où les compagnies, autre que quand tu négocies avec un GAFA, mais quand tu négocies un plus petit fournisseur, et malheureusement, de mon expérience, c'est que les plus petits fournisseurs ne sont pas là. Ils connaissent pas ça, ils savent pas ce qu'ils font dans cet univers-là. Fait que si vous travaillez pour un petit fournisseur, vous connaissez des petits fournisseurs infonuagiques ou dans cet univers-là, s'il vous plaît, informez-vous sur ce genre de choses-là parce que c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment l'endroit où, pas parce que c'est un genre de la bureaucratie inutile, les grandes entreprises, c'est une façon d'établir le lien de confiance avec une entreprise qui ne vous connaît pas, qui va vous donner leur donner la couronne de pierres précieuses qu'ils vont vous confier. Fait que pour eux autres, c'est quand même un élément très important. Donc, s'il vous plaît, considérez ce genre de choses. N'évacuez pas ça. Je sais qu'au Québec, on a un petit peu de misère à admettre ce genre de choses-là. Donc, on n'est pas capable d'être compétitif au niveau normatif. Ce serait bien qu'on le soit parce que moi, je préfère, je favorise que les gens autour de moi puissent bénéficier de ce qui se passe, la transformation, mais en même temps, il faut qu'on s'outille. Et d'ailleurs, tout ton historique en audit est très intéressant de ce côté-là. Puis je pense que tu veux rajouter sur ce que je dis. Oui, bien, juste un petit élément, là. On ne discrimine pas les petits joueurs. Parce que la majorité des petits joueurs qui s'insèrent depuis une couple d'années, vous êtes innovants, vous avez des belles solutions. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire affaire avec vous autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous fait pas confiance. Mais ne voyez pas des clauses supplémentaires en termes de sécurité devenir une montagne pour vous. Voyez ça d'un point de vue éducatif. Le jour où le pire va vous arriver, on veut éviter ça. On veut éviter ça. Des gros joueurs, je suis convaincu qu'il y a un paquet de petits joueurs qui méritent à être connus, des gros joueurs qui pourraient bénéficier de vos services, mais voyez pas les clauses contractuelles, voyez pas des éléments de sécurité supplémentaires qu'on pourrait vous exiger comme étant une montagne. Voyez ça d'un point de vue éducatif. Confidentialité, intégrité, échange de données. Nicolas l'a dit, présentement, c'est le nerf de la guerre. On parle pas du service que vous offrez, mais c'est des compagnies qui sont prêtes à vous confier des données, des grappes de données pour utiliser vos services, arriver à un résultat, prendre une décision d'affaires qui va être décisive et importante, que ce soit pour un petit joueur ou un gros joueur. Mais si vous êtes confiant dans votre solution, là, d'un point de vue contractuel, je sais que ça peut être pénible, ça peut être lourd, puis c'est pas le processus le plus plaisant, mais vous pouvez bénéficier des gros joueurs avec leurs exigences comme étant un moyen éducatif de rehausser justement des processus que vous avez peut-être pas en place. Puis c'est ça, c'est une belle forme d'éducation. Il n'y a pas peur de ça, il n'y a pas peur de vous lancer, là. C'est le message que je voulais dire. Oui, effectivement, puis je suis plus que d'accord avec ce que tu dis. Puis n'ayez pas peur. Puis souvent, puis là, je vais peut-être irriter quelques-uns de mes pairs, c'est que normalement, on va souvent parler d'un SMSI ISO 25000, puis ainsi de suite, qui sont effectivement des ensembles de règles qui sont plus lourdes, plus difficiles d'application. De mon expérience, puis je le fais activement à l'heure actuelle, j'utilise des ensembles de règles beaucoup plus allégés, qui sont adaptés au PME d'ailleurs, qui ne mènent pas nécessairement à une certification, comme un SOC 2 ou SSAE 18 ou ce genre de choses-là, mais qui, minimalement, puis comme Vincent mentionnait, les grandes entreprises ne veulent pas écarter les petits joueurs, mais si minimalement vous êtes capable de vous conformer à certaines approches, entre autres qui sont prônées par le NIST, par le CIS ou ainsi de suite, qui vous aident à organiser votre réflexion, qui vous aident à mener à des meilleures pratiques de sécurité qui sont bénéfiques pour vous et qui sont bénéfiques pour vos clients. Donc, juste d'aller vers cette direction-là, fait que là, c'est pas juste genre on remplit des formulaires pour remplir des formulaires, on exécute des actions de sécurité qui ont une valeur réelle et quand on a fait la démonstration, même si elle n'est pas certifiée,
généralement, les grands joueurs vont accepter cette démonstration-là. Mais puis d'autant plus si elle est appuyée sur un ensemble de règles, dont le NIST. Celle que j'utilise généralement pour les plus petits organismes, c'est le Cyber Security NIST, le NIST Cyber Security Framework. Là. Puis d'ailleurs, c'est même Vincent qui m'a initié à ce framework-là, qui est très intéressant parce qu'il est allégé, il est facile, il permet aux joueurs plus petits de justement rehausser leur jeu. Puis la réalité, puis là, tu dis, ouais, non, mais tu sais, les grands joueurs boudent parce qu'on n'est pas certifié, on n'est pas si. La réalité, c'est que la quantité de fuites d'informations, de personnes, d'entreprises qui font partie des nouvelles, de choses qui se passent à l'heure actuelle, ces mesures-là, qui, à mon avis, sont minimales, vont vous sauver la vie, vont vous sauver le cul, ils vont vous sauver de poursuites de grands joueurs qui vont se retourner contre vous autres parce que les grands de l'industrie, le gouvernement aussi d'ailleurs, qui sont des grands de l'industrie tant qu'à ça. Si vous ne respectez pas votre entente, si vous ne faites pas vos choses, si vous ne faites pas le minimum ou le do deal, comme dirait Vincent, le minimum de sécurité respectable, c'est clair qu'ils vont venir vous chercher après. Fait que c'est comme vous protéger vous-même en faisant cet effort de sécurité-là, parce qu'on ne peut plus l'ignorer. On n'est plus au début des années 2000, on est dans les années 2020. Le virus, le COVID nous poursuit. Le fil de données nous poursuit. On est dans une autre époque. C'est le temps de faire le switch. Puis, je trouve ça important d'arrêter qu'on ignore puis que les gens en TI arrêtent d'ignorer ce genre de choses-là parce que c'est en anglais, c'est un enabler, c'est un accélérateur à finalement l'innovation de la cybersécurité et non le contraire. Parce que sinon, vous allez dans les journaux pour des mauvaises raisons et votre business va juste disparaître. Soyez pas de ceux qui disparaissent. Oui. Puis, d'un point de vue plus qualitatif et non quantitatif, là, voyez ça aussi comme un critère. En fait, vous atteignez un niveau de qualification pour atteindre d'autres types de clients qui ont ces exigences-là, les gros clients notamment. Puis deux, c'est un beau produit marketing. C'est une belle promotion de votre industrie, de votre service. Et puis, vous démontrez déjà un sérieux au niveau de la sécurité de l'information avec un tel type de rapport. On ne parle pas nécessairement d'un SOC 2, d'un CMC 3416, serveur financière, un 9110 très générique, ISO, etc. Il y a toutes sortes de termes en passant. C'est des termes inventés par des comptables parce que les comptables se sont appropriés certains éléments informatiques, the Great Bastard of Hell. Quelques-uns d'entre vous vont comprendre ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Les comptables ont raison. C'est des belles manœuvres, c'est des beaux contrôles, c'est des beaux processus. Lancez-vous dedans. Je pense que ça vaut la peine. Ceux qui veulent percer, ceux qui ont de l'ambition, c'est un beau produit. Puis ça va rehausser aussi votre posture. Ça va rehausser peut-être vos prochaines étapes dans la progression de votre entité que vous êtes en train de bâtir aussi, là. Tout à fait. Puis de toute façon, puis là, je reviens encore, je remartelais le NIST Cyber Security Framework. Pour l'avoir utilisé chez plusieurs clients ici, on parle de quelques jours de mise en œuvre et non de plusieurs années de mise en œuvre. Parce qu'on va parler d'un SSAE 18 ou toute la série de lettres que Vincent a citées. Effectivement, c'est lourd, c'est pénible, ça coûte cher, c'est ça. Mais on va aller chercher des choses qu'on peut alléger. Puis je l'aime beaucoup cela parce qu'on parle de un mois, puis vous avez déjà un état de situation, vous avez déjà une capacité de savoir ce que vous devez faire et les activités que vous devez mener pour aller améliorer votre cybersécurité, en tant à l'interne qu'avec vos partenaires, l'info nuagique, et ainsi de suite. Ça, pour moi, c'était une découverte, ça, puis ça, je lève mon chapeau à Vincent. Et je pense que Vincent, c'était un de ses anciens collègues qui, justement, lui avait mis ça à l'oreille, puis bon, bref, ça s'est propagé. Pour moi, c'est une révélation pour accélérer les petites organisations, dont les PME, qui n'ont pas la capacité d'investir dans une armée de gouvernateurs qui vont faire de la gouvernance et qui vont réfléchir longtemps autour d'une tasse de thé. Fait que pour les plus petits, ça devient un outil utile qui mène à une meilleure sécurité.
ceux qui ne savent pas, NIST, c'est public, c'est à but non lucratif, c'est disponible. Alors, trouver des différents référentiels, c'est facile, c'est simple. Peut-être dans certains cas, un peu complexe. Non, c'est pas vrai. C'est pas complexe à déchiffrer. Il y a peut-être des zones d'interprétation, mais au final, regardez les différents objectifs. Il n'est pas complexe à comprendre. Là. Il est facile de mise en œuvre, effectivement. Là. Très, très. J'ai établi des tableaux de bord du NIST Cyber Security Framework en une soirée. Donc, on est capable quand même d'arriver assez rapidement à quelque chose. Là, ça l'amène une parenthèse, puis on va switcher de sujet parce que là, on a abondamment frappé ce sujet-là. C'est adressé aux PME principalement, puis justement les espaces d'innovation que Vincent faisait référence. Je sais par expérience qu'il y a peu de services, c'est très dispendieux. Je sais qu'il y a certaines petites firmes en cybersécurité à Québec et au Québec. J'imagine que c'est exactement partout ailleurs dans le monde comme ça, qui offrent des services. Essayez de vous informer. J'en connais certains. Communiquez avec nous. On va vous référer si vous n'en connaissez pas. Mais d'avoir quelqu'un à temps partiel, à temps partagé, réunissez-vous avec vos collègues avec vos entreprises dans votre secteur. Réunissez-vous pour collaborer ensemble, partager ces ressources-là. Parce que malheureusement, puis je l'ai vu, il y a plusieurs entreprises manufacturières qui ont subi des attaques et qui s'en sont pas relevées. Au Québec, je trouve ça dommage que les entreprises meurent à cause d'éléments cyber quand leur produit manufacturier il est excellent. Donc cette situation-là, elle est un peu malheureuse. Pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce qu'ils sont pas accompagnés correctement. Puis j'en reviens souvent... En cyber, on est une nouvelle chose, fait que c'est notre rôle d'amener les gens, fait que consultez, ouvrez. Puis je vais fermer le sujet et je rouvre un sujet qui est similaire tout de suite après, que le mythe de la sécurité dans l'info nuagique, qui est en fond un peu une continuité de ce qu'on dit. Puis là, celle-là, je vais comme peut-être ne pas faire des amis à l'extérieur du monde de la cybersécurité. Il y a eu beaucoup de gens en TI en général, qui prônent le fait que l'usage de l'info nuagique est plus sécuritaire, et là je fais vraiment des côtes dans les airs parce que c'est vraiment comme ça, que les installations sur site. C'est pas super vrai. Ça partiellement dans le sens où le fournisseur, puis les gros fournisseurs, Amazon, Google, Microsoft, effectivement OVH, puis pour pas être discriminé aux États-Unis, vont effectivement, leur infrastructure qui leur appartient est effectivement très sécuritaire. Par contre, ce que vous mettez dans leur infrastructure demeure de votre responsabilité de configurer correctement. Donc, vous n'êtes pas plus sécurisé que si vous étiez à l'intérieur de vos infrastructures. Il n'y a rien de magique. Et là est l'erreur de beaucoup entre autres de PME, qui pensent que parce qu'ils vont être capables de sous-traiter, parce qu'ils sauvent de l'argent, puis c'est vrai. Puis il y a une capacité de sauver beaucoup d'argent à travers ça. Et ils vivent sur le mythe qu'ils vont être plus sécuritaires. Dans quel cas, généralement, c'est complètement faux. Parce que on doit sécuriser ses propres infrastructures infonuagiques. Je l'ai fait pour plusieurs de mes clients. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas à la portée de tous et ce n'est pas, surtout, magique. Fait qu'il y a quand même un effort minimal pour le faire. Encore là, on parle de faites-vous accompagner là-dedans, dans la mesure où vous êtes capable. Il y a beaucoup de très bonnes compagnies en cyber et en dehors de la cybersécurité qui sont capables de faire des travaux équivalents. Très intéressant. Puis n'allez pas trop vite, ever. Puis de toute façon, puis l'autre élément important là-dedans dans l'info nuagique, c'est que les raccourcis qu'on pouvait prendre sur site, c'est-à-dire moins bien sécuriser nos infrastructures parce qu'elles ne sont pas exposées à Internet. Le problème dans l'info nuagique, c'est que le mythique firewall d'entrée qu'on a dans une boîte rouge qui bloque tous les méchants, en info nuagique, il n'existe pas. Et les méchants, quels qu'ils soient et qu'est-ce qu'ils veulent, sont 24/7 sur vos données. Donc,
Vous avez affaire à une nouvelle forme de menace, une nouvelle forme de choses. Et là, je sens l'impulsion de Vincent à vouloir participer. Zéro, ça me fait penser à un sujet qu'on a, je pense, déjà discuté. Cloud First, info nuagique, service, mensualité, pas de licence, pas de mécanique, beau, bon. C'est pas vrai que c'est pas cher. Les services, oui, sont chers, hein, mais on paye pour de bons services, etc. Ça va livrer la marchandise. Faites donc le même due diligence que vous feriez à l'interne. Là. L'utilisation du service, la première question, là. Est-ce qu'on atteint l'objectif? Oui. OK, parfait. Business, c'est réglé. Ensuite, qu'est-ce que ça prend pour atteindre l'objectif? Paf, faut déplacer des données. Wow, OK. On en a déjà parlé. Là, vous déplacez votre pain, votre beurre. Là, vous déplacez à Bergère probablement aussi qui brasse tout ça. C'est là que c'est important on revient à le petit article précédent, à protégez-vous, communication, protégez-vous, le contrat, first, etc., blablabla. Mais peut-être que ça vaut la peine. À ce moment-là, de dire, OK, il y a des données, c'est peut-être des brevets, c'est peut-être des données financières, c'est peut-être des données clients, ou PRP, consentement, watch out. C'est peut-être le temps de se dire, évaluons la situation d'ensemble avant de dire que, wow, au lieu de me coûter 100 000, ça va me coûter 28 000 par année. Mais au fil des ans, je vais gagner en efficacité. Je sais, vous avez des gens qui font toutes sortes de calculs. Mais là, en tant que gens d'affaires, là, installez-vous dans votre siège, puis s'il vous plaît, mettez-vous en pantoufles. Là, votre pain, votre beurre, la bergère, là, va être déplacé dans un environnement. Un environnement, ça s'appelle dans le sous-sol, dans l'ordinateur de quelqu'un, dans son sous-sol que vous ne connaissez pas quelque part dans le monde. Moi, c'est l'image que j'ai. Puis là, vous dites, on est protégé par un contrat, première des choses. Mais on envoie l'ensemble de notre information stratégique là-bas. L'ensemble. Excusez-moi, je reprends. On envoie une portion de notre information stratégique là-bas, pour laquelle on est lié par des autorités réglementaires, des lois, etc., hein, le consentement, l'AMF, la loi du Québec sur la PRP. Hein, on fait la cueillette de données pour l'objet du dossier. Programme de rétention, dépendamment du secteur d'affaires dans lequel vous êtes, la donnée est plus utile. Après la fin de l'utilité de la donnée X, il faut flusher la donnée. Bon, là, vous allez déplacer des données ou copier des données, peu importe, atteindre un objectif, prendre une décision d'affaires, clic, on fait de l'argent. Asseyez-vous tranquillement, là. Pensez à tout ça. Vous aviez le sentiment que vos données étaient sécurisées chez vous. Il y avait des mesures. Est-ce que ces mesures-là, on les transporte chez le fournisseur? Puis 2, est-ce qu'il y a un partage entre le fournisseur et nous au niveau de la sécurité de la donnée? Là, vous avez besoin de vos gens TI, vous avez besoin de vos gens de risque, vous avez besoin de vos gens de continuité, vous avez besoin d'une belle table ronde. C'est une réflexion que ça vous prend. C'est une réflexion. Ce que Nicolas dit, là, ne sont pas nécessairement plus sécuritaires. Il a tout à fait raison. C'est pas parce qu'il ne s'est rien passé chez vous, dans votre entrepôt, au bout, dans le frigidaire, là, parce que le serveur traîne là, que chez le fournisseur, ça va être aussi bien, là. Il y a des contrôles au niveau du frigidaire. Hein? Il y a une porte qui est tough à ouvrir, probablement un boucher qui garde la porte, un ours en arrière de la porte, c'est pas impossible. Protéger la boîte. Il y a quelqu'un qui a une cotte de maille qui protège le frigidaire avec un couteau de boucher. Ouais. Et là, vous transportez ça dans l'info nuagique auquel tout l'univers connu peut l'atteindre d'une façon ou d'une autre. Fait que ça prend de la protection, etc. Fait que ce que Nicolas veut dire, c'est que prenez donc le temps, analysez la situation, faites vraiment une revue diligente. C'est quoi votre niveau de confort? Puis, c'est quoi
c'est quoi le what could go wrong, là? C'est quoi le pire des scénarios auxquels vous songez? Écoutez, j'en passe, là. Mais c'est exactement ça le message. Fait qu'il faut faire attention au Cloud First. Cloud First, ça veut pas dire pitcher données. Ça veut dire utiliser des services. Première des choses, en adéquation avec votre objectif d'affaires. Très important. On ne fait pas des TI pour des TI. Ça n'existe pas. Des TI pour des TI, ça n'existe pas. On veut faire de l'argent. Vous fournissez un service. L'objectif, c'est quoi? C'est-tu vraiment nécessaire? Est-ce qu'on met en péril une forme de sécurité, une zone de confort, juste pour sauver de l'argent? Parce que des fois, là, ce que vous entendez on-premise, local, ça coûte plus cher, mais des fois, c'est une bonne couverture d'assurance. Fait que j'abonde dans le sens à Nicolas. Le do deal est très intéressant. Je vois Nicolas qui s'approche de son pittance. Ouais, le do deal! Le do deal, ça fait que Vincent a initié le do deal. Maintenant, il est rendu une façon d'exprimer, de faire sa job de base pour vérifier les choses. Le do deal. Puis oui, effectivement, le due diligence ou la vérification est essentielle. Il mord de rire. C'est excellent, on a parti quelque chose. Puis cet élément est important. Puis là, je dis souvent dans le dernier mois, le fait de faire des cartographies. Puis là, Vincent parlait vraiment comment l'information se déplace, comment consommer l'info numérique, comment vous faites les choses. Faites une cartographie de vos systèmes ou de vos services, puis c'est probablement là, la clé de comprendre comment tout marche. Et maintenant, plus l'entreprise est grosse, plus l'information va transiger entre plusieurs intermédiaires. Sachez ce que chaque intermédiaire fait à votre information et voyez comment elle revient, comment elle est manipulée. C'est très intéressant de ce côté-là. C'est même primordial d'avoir cette cartographie-là. Et par expérience, je suis pas sûr que tant de gens que ceux qui ont fait leur cartographie, ils ont juste comme fité sur la bonne foi du feeling qu'ils ont avec le fournisseur. Et en parlant de feeling, puis là, on va changer de sujet en même temps. Et là, on va aborder le Emotet, le méchant Emotet. Parce que Vincent va nous parler d'une très bonne nouvelle du côté d'Emotet. Puis quand on... oui, Vincent rit quand je dis ça. Mais cela étant dit, Emotet a créé beaucoup de malheurs pendant plusieurs années, plusieurs choses. J'ai eu à gérer beaucoup d'incidents avec Emotet. À mon grand bonheur, j'ai jamais eu vraiment à subir des choses très difficiles. J'ai réussi à pourfendre Emotet. Cela étant dit, faut le conseiller aussi, puis là, si on fait un lien avec le sujet précédent, c'est que nos fournisseurs de données, nos fournisseurs de services sont aussi affectés par ce genre de choses-là. J'ai connu des entreprises ou des tiers dans lesquels ils ont été infectés. Puis quand ils ont été infectés, donc il y a eu de la fuite et ainsi de suite, il y a eu des problèmes. Vos fournisseurs infonuagiques, TI, peu importe le type de données, même votre fournisseur d'assurance peut être affecté par ce genre de choses-là. Votre fournisseur de téléphonie cellulaire, whatever, peut être touché à faire ça. Il n'y a aucune discrimination. C'est magique, ça. Pour ça, les virus informatiques, zéro discrimination. Fait que c'est très, très, très comme ça. Fait que je vais balancer la balle à Kiri, à Vincent, pour justement qu'il reprenne sur le fait que la bonne nouvelle, parce que j'ai parlé du mauvais côté, bonne nouvelle. Ça va être très bref. Vous irez lire l'article. Bon, Emotet, en fait, c'est un des mousquetaires, hein, Nico. Mais Emotet, ultimement, c'est la porte d'entrée. Mais bon. Paraîtrait qu'Emotet, je parle d'un bel article ici, en date d'aujourd'hui, Emotet serait anéanti en coalition avec 8 pays, dont le Canada. Le Canada qui a été des policiers de la GRC qui ont été en mesure de pirater les pirates pour justement pulvériser Emotet. Est-ce qu'ils ont pulvérisé Emotet? Est-ce qu'ils ont trouvé la source puis c'est supprimé?
L'histoire le dira à ce moment-là, mais c'est quand même une belle nouvelle ici, où le Canada est en premier plan parce qu'on a participé justement à une crise de cochonnerie qui a beaucoup pompé d'argent, permettez-moi ce langage coloré. C'est à l'origine notamment de 60% des cybercrimes dans le monde qui est utilisé, comme j'ai dit, à pomper de l'argent et puis qui a fait de nombreux malheureux tomber beaucoup de compagnies, des compagnies qui n'ont pas été en mesure de se relever, des compagnies qui ont perdu totalement leur réputation. Et puis, corrige-moi, Nicolas, Emotet, ça fait pas 10 ans que ça existe, là. C'est pas très vieux, c'est pas récent, mais c'est pas très vieux, puis ça a fait du dommage solide, là. Tout est relatif là, en termes de quand on parle d'années. Oui, fait moi pour l'avoir combattu chez plusieurs clients pendant plus qu'une année, fait que ça fait 2 ans, mais au moins il est actif depuis que genre 4-5 ans là, ish. Fait que tu sais, c'est vieux, pas vieux. Mais ce qui est le problème, puis ce que j'ai observé dans mon boulot, c'est que là, c'est la transformation des motettes. Là, on parle des motettes, c'est une chose. Il porte à lui seul, juste comme si le grand malheur du monde. C'est une excellente nouvelle qui a été démantelée. Par contre, il va renaître de ses cendres. On l'a vu à plusieurs reprises que ce genre d'intervention renaît de leurs cendres. Fait que là, je célèbre l'effort, la collaboration internationale. Le problème, c'est qu'on n'a pas de moyens ou de leviers légaux pour, au-delà de juste les arrêter, puis donc arrêter momentanément le problème, d'arriver de le détruire définitivement. Fait que là, on a un peu ça, puis ça fait très souvent que je reviens avec le fait qu'on n'a pas la capacité légale de stopper de façon plus définitive ce genre d'intervention-là. Ce serait intéressant que ça arrive. Ou en tout cas, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre. Puis là, on a toujours la balance de l'invasion de vie privée, tout ça. Bla. C'est très compliqué. On est en Occident, on a ces contraintes-là. Fait que c'est très, très soft. Mais pour te relancer, ça fait plusieurs années que ça roule. Ça fait des dommages assez importants. Pour l'avoir vécu, c'est le code des motettes change aux 24 heures. Fait que les antivirus classiques sont pas capables d'intercepter. Mais Emotet lui-même n'est plus dangereux. C'est ce qui suit. C'est TrickBot et Ryuk. Je pense que tu as un peu de vécu avec ça aussi, là. Pardon. Au niveau des motettes, effectivement, là, les Canadiens, parmi les 8 pays, ont participé. Cependant, ce qu'on indique ici là, dans l'article, c'est très sommaire pour l'instant. Et puis je le comprends, là, c'est rien n'indique que des personnes physiques se trouvent au Canada. Donc, ce que je lis entre les lignes, c'est qu'il n'y a pas eu d'arrestation au Canada. Par contre, en Europe de l'Est, je n'ai pas envie de nommer spécifiquement les pays, etc. En Europe de l'Est, il y a eu 2 arrestations seulement contre des gens qui se trouvaient peut-être derrière une infrastructure qui maintenait Emotet en vie avec une belle prise. Là, on parle d'argent, lingots d'or, etc., etc. Alors, écoutez, je ne sais pas comment la nouvelle va faire le suivi là-dessus. Moi, honnêtement, je trouve ça fort intéressant. Je ne veux pas m'arrêter là parce que j'ai à peu près 7 ou 8 paragraphes seulement. Je vous les ai résumés. Je reste quand même sur mon appétit. On parle des motettes, là. Dans les dernières années, 60% des cyberattaques, c'était justement le vecteur d'infiltration. Je m'attends à un suivi ou un peu plus d'éléments que ça. On pourra peut-être je ferai peut-être une chronique supplémentaire là, quand j'aurai du contenu supplémentaire. Ça m'intéresserait. Je suis très intéressé par ça. Mais vous irez lire le petit article, là. Mais c'est le fun de voir que le Canada a une forme de capacité, un intérêt, puis des compétences, justement, pour participer à ce type d'activité. Puis, je suis même pas surpris qu'au Canada, on ait les compétences, justement, pour le faire. La capacité, contrairement à d'autres pays, pour contrer, peut-être, mais les compétences, ça, j'en doute pas, là.
on a du monde brillant sur le territoire qui sont prêts justement à aller sur la ligne de front là, pour aller combattre ce type de crime-là. Ben, c'est rassurant en tant que citoyen de voir que notre pays a quand même les outils et les capacités de nous défendre d'un point de vue cybersécurité, parce que on s'en cache pas, on est rendu là, tu sais, les guerres cinétiques sont encore une menace réelle, mais la réalité, c'est que le cybernétique ou le cyber machin, peu importe comment on veut le nommer, c'est rendu l'arrêté de le fait de voler nos identités, voler notre crédit, acheter notre nom. Ça, c'est juste en termes d'individus, mais quand on parle d'entreprise, détruire des entreprises, voler des brevets au niveau des infrastructures critiques, toucher l'électricité, toucher la livraison d'énergie. Fait que c'est très important qu'on se positionne, puis je suis très heureux que le Canada soit partie des chefs de file de ça, parce que j'aime bien ma vie confortable d'occidentaux, fait que je trouverais ça triste qu'on soit menacé là-dedans, puis je suis très heureux que mon pays fasse ce qu'il faut pour le défendre. On aime notre Canada, hein? Oui, on aime bien notre Canada, effectivement. Puis là, c'est drôle parce que tu as la nouvelle suivante qui est la tienne, Vincent. On parle de FBI et de Canada en même temps dans la même phrase. Donc, effectivement, le FBI a coincé un pirate québécois. Est-ce qu'ils ont été parachutés pour l'intercepter ou ils ont eu un peu d'aide? Écoutez, il y a une petite nouvelle qui est sortie un petit peu de nulle part. Je lisais le journal se met à jour régulièrement. Je fais ma petite vigie, puis je suis tombé là-dessus. Sur l'heure du dîner. Le FBI aurait mis la main sur un résident de Gatineau qui aurait justement soutiré 35 millions de dollars canadiens avec le maliciel Net Walker. On voit ici une belle petite image là. This hidden site has been seized. Ça a l'air d'une église. Je vais vous le dire franchement là. Mais écoutez, c'est une maison de type canadienne pimpée, disons-le comme ça. Là. On va parler d'à peu près 30 pieds par 20 pieds, sous-sol, rez-de-chaussée premier. Donc, rien de bien particulier, rien d'extravagant, effectivement, pour quelqu'un qui a volé des millions de dollars. Mais une belle prise, justement, du FBI qui avait le citoyen canadien dans le collimateur. Mais écoutez, en plus de ça, il n'y avait pas uniquement l'utilisation du maliciel pour soutirer de l'argent. Il y avait probablement aussi des activités, on va dire physiques, d'une qualité douteuse, parce qu'il semble qu'il y a énormément de dope. Permettez-moi le mot anglais, trouvé chez cet intéressant client de Gatineau. Et puis, beaucoup d'argent liquide aussi. Alors, voilà. Petit coup de filet du FBI en ce sol canadien pour un mauvais utilisateur d'Internet. Ouais, ben, le fait que tu dises qu'il y avait de la drogue chez lui, ça ne me surprend pas parce que les criminels, même s'ils sont rendus cybercriminels, ils demeurent qu'ils sont quand même dans ces environnements-là. Donc, c'est pas étonnant. Puis, ces nouvelles-là, les deux que tu as mentionnées, c'est agréable de voir que les forces de l'ordre ont de plus en plus la capacité d'agir et de nuire aux criminels. Fait que ça, en tant que citoyen honnête, c'est plus rassurant. Parce que là, moi, on va avoir deux nouvelles, puis on va terminer avec ça, parce qu'on c'est vraiment démesurément trop étiré. On a eu trop de plaisir à discuter de choses. Je pense qu'on doit enregistrer plus souvent parce qu'on n'est juste pas capable de fitter dans un délai raisonnable toutes les nouvelles. Fait que je le dis déjà, les nouvelles restantes vont être mises dans le show notes, mais on n'en parlera pas. Fait que c'est la nouvelle sur laquelle j'emboîte, c'est Vincent il rit beaucoup là. Fait que je vais avoir l'air d'avoir dit des choses drôles. Zero Trust, ce que là les acteurs du marché disent par le Limited Trust.
Essentiellement, c'est qu'il y a une approche au niveau du design. Ça fait déjà plusieurs années, j'ai fait plusieurs présentations sur le sujet. On est dans un contexte où on parle de zéro trust. Ça, là, le vocable est peut-être pas idéal, le munching. C'est un peu l'essentiel de la nouvelle, c'est que le munching sur le vocable. L'essentiel, c'est qu'il faut changer de façon de designer nos réseaux. Il faut changer la façon qu'on fait confiance, parce qu'on va faire moins confiance aux autres. Donc, le fait de dire zéro trust, oui, effectivement, on ne fait pas confiance à zéro. On fait pas zéro, on n'a pas de, on n'annule pas la confiance, mais il faut mieux la contrôler. L'humain, par notre programmation biologique, on a tendance à faire confiance de façon plus aveugle. C'était largement utilisé. Il y a beaucoup de films, Catch Me If You Can, est un exemple, où on est capable de tromper l'humain facilement. On est ce qu'on appelle les cons. On est capable d'arriver à ce stade-là. D'un point de vue TI, il faut redesigner nos systèmes. Le NIST, entre autres, a défini des règles. Dans les différentes présentations que j'ai faites à ce sujet-là, là, on parle de différentes façons, différentes approches, et ainsi de suite. Mais c'est peut-être rendu le temps important de redéfinir la façon qu'on on design nos systèmes. Vincent en a parlé plus précédemment, le fait qu'on envoie de l'information à autrui. Comment on fait confiance à cette entité-là. Et ça devient une notion de zéro trust en fonction de comment on établit le lien de confiance, comment on définit les règles, comment on définit les choses, qui est effectivement très importante. Là, j'ai un Vincent qui n'arrête pas de bouger sa caméra, fait que par plaisir, je vais lui lancer la balle puis dire allez, Vincent. Ah, pourquoi pas? Là, zéro trust, là. Fait que là, ma lanterne, là, je ne vais pas dire à tout le monde que j'ai atteint mon niveau d'incompétence, là, mais je ne suis pas un théoricien, je suis un praticien. Écoute, je suis en audit, je suis retourné dans les opérations. Là, je suis en riche, je suis à la deuxième ligne. Donne-moi donc un exemple de zéro trust, là. Un zéro trust, pour moi, là, ce que ça veut dire, c'est salut, t'es qui? Parfait, tu t'es trompé, dehors. Moi, c'est exactement ça que ça veut dire. C'est dans l'ensemble, c'est à peu près ça, puis c'est une belle vulgarisation de ce que c'est. Non. C'est juste qu'on établit donc, ce qui n'est pas du zéro trust, que l'ancienne façon, c'est qu'on a un périmètre externe, on a un firewall, un coupe-feu de périmètre qui vient contrôler l'ensemble de notre infrastructure. Ah. Quand on embarque dans le zéro trust, c'est que chaque système ou chaque service devient sa propre source de contrôle d'accès. Donc, de ce moment-là, à chaque fois que j'accède à un système, puis là on parle en humain, la réalité, c'est que toutes les technologies font la job pour nous autres. C'est qu'ils vérifient mon identité à chaque accès de chaque système. Fait qu'à ce moment-là, c'est comme avant, on avait un continent. Maintenant, on a beaucoup d'îles en termes d'images. Hey, sais-tu, juste avec ce que tu viens de dire, là, moi, ça vient d'éclairer ma lanterne. Je parle pas des îles avec lesquelles tu as fini, là. Je parle, comme tu dis, là, chaque système. Autrement dit, je m'authentifie dans l'infrastructure, ça, c'est un système. Je démarre un système d'information. Oh, ça, c'est un autre système, etc., etc. Écoute, je pense qu'au niveau de l'image, là, c'est la meilleure explication qu'on m'a donnée. C'est ultra clair. Hey, sais-tu, avec ce modèle-là, là, ça vient soit alourdir les modèles conceptuels qu'on connaît présentement au niveau de la GIA quand vient le temps de l'opérationnaliser, parce que ça change pas la gouvernance. Ça ne change pas la gouvernance, mais en termes d'opérationnalisation, ça devient peut-être un peu plus pénible pour l'applicabilité. Mais par contre, d'un point de vue d'assurance que la vraie personne autorisée accède à la donnée est bien mieux contrôlée. Je ne dirais pas gérer ici. J'emploie bien le terme contrôler. Contrôler, ça veut dire que ça contrôle oui ou ça contrôle non. Mais en fait, ça contrôle favorable ou ça contrôle dehors. Que un système GIA, là, je parle des opérations, là. De toutes les opérations GIA. Mais écoute, c'est intéressant
agressif, arrogant, baveux, mais dis-moi donc, Nicolas, je te relance la question. Est-ce qu'on est capable d'appliquer un modèle, une belle gouvernance GIA, comme on la connaît, standard, en bon père de famille, restrictif, et un modèle A0 sur peut-être une grappe d'informations plus sensible, puis avoir les deux modèles qui cohabitent ensemble dans une infrastructure. Ce que je trouve un maudit bon compromis, puis un système vraiment libéral. C'est pas parce qu'on vote libéral. Libéral, ça veut dire qu'on est ouvert d'esprit, tabarnak. On parle pas de politique, puis on ne parlera de toute façon jamais de politique. La réalité, c'est que la GIA est un des fondements importants du Zero Trust, parce que l'identité est la première vérification qu'on effectue. Parce que dans le fond, le Zero Trust, ou comme dans l'article qu'on met dans le show notes, c'est Limited Trust. La réalité, c'est que c'est tous des points de contrôle qu'on met à différents endroits. L'identité est un point de contrôle primordial qui doit être fait. Mais à l'endroit où on le fait, là, c'est là où on choisit, puis c'est une question de design, puis ce qu'on fait. Mais c'est un peu comme le bouncer dans un bar qui te demande des cartes d'identité. T'as-tu vraiment 18 ans, puis te demande tes cartes? C'est un peu cet élément-là où la GIA arrive, où oui, effectivement. Mais en amont, puis la GIA est un concept en soi, puis est un univers en soi, parce qu'il faut que tu t'assures que ta GIA soit fiable. Donc, tu as une campagne de certification. T'assures que tes fiches d'identité soient exactes, que les privilèges soient les bons, que la personne qui arrive présente son identité est la bonne. Il y a déjà tout un énorme travail en amont qui est fait. Puis pour ceux qui ont eu à avoir un passeport à demander récemment ou renouveler ou des choses comme ça, l'effort demandé pour effectivement vérifier que on est vraiment qui on est quand même grand. Donc, ça est déjà un élément très important en GIA, puis qu'on fait en TI, on a tendance à escamoter beaucoup. Ça, c'est une chose. Puis si vous voulez vraiment explorer le sujet, puis je l'ai fait dans d'autres contextes, le NIST, qui est... Finalement, moi, c'est parce qu'il y a tellement d'informations gratuites qui est faite par des gens brillants. Il y a tellement de choses de fun. Lisez. Il y a d'autres choses, mais ceux-là, quand même, gratuitement, sont... ça éveille les esprits. Le NIST 800-63, ils ont 3 documents qui parlent de l'identité et l'authentification de la fédération. Ces éléments-là, là, c'est éclairant. Ça va vous aider à comprendre comment la GIA, au sens large, comment l'identité se positionne dans la sécurité de l'infrastructure, dont le Zero Trust. Mais le Zero Trust ne gère pas la GIA en tant que tel. Le Zero Trust ne fait qu'accueillir l'identité qui a été vouchée par un système de confiance. Puis là, sur cette base-là, le fait qu'il va prendre la carte d'identité qui est fournie par le GIA, puis il regarde la carte d'identité, puis il dit, OK, comme le bouncer dans un bar, fait confiance au permis de conduire qu'on lui remet, qui a l'air d'un permis de conduire délivré par la SAC. Fait que déjà, puis pour ça que la SAC a mis beaucoup d'efforts, fait que le gramme, ça, pour s'assurer que le document qui est délivré a une valeur authentique et qui est autoportant. Fait quand on le présente au bouncer, le bouncer regarde la carte puis il vérifie si la date correspond à quelqu'un qui a plus que 18 ans et la photo a l'air de la personne qui présente la carte. Là, on va un peu débusquer tous les jeunes de moins de 18 ans qui prennent des cartes qui sont pas les leurs, mais qui essaient d'avoir des cartes qui ressemblent à eux autres. On a tous été jeunes, hein? Oui, Vincent? OK. Donc, là, on applique une gouvernance GIA. On applique le premier principe. L'identité. Le bouncer. Tu me verras pas venir, mais je pense que j'ai envie de dérailler un peu. Là, je vais appliquer ton Zero Trust, mon cher Nick, à partir du bouncer. Donc, gouvernance GIA, ce que je comprends, ça demeure parce que les fondements sont là. Rôle, responsabilité, reddition, surveillance. Tout est là. Maintenant que le jeune est dans le bar, il s'est authentifié, il s'est identifié,
Il s'est authentifié. Mettons qu'on est au Palladium. Ceux qui nous écoutent et qui savent exactement de quoi je parle, on va rire un petit peu. Palladium, c'est pas compliqué. Quand on rentre, là, il y a un gros bar central un petit peu sur notre droite. Il y a un bar dans le fond. Il y en a 2 en haut. Mais en dessous des balcons, il y en a 2 autres de chaque bar. Puis il y en a un central en haut, juste au-dessus de ma tête. Nicolas me va faire des signes. Je ne vous faxerai pas mon geste. Ça veut dire, Nicolas, explique-moi bien. Maintenant que je suis rentré, je m'en vais au bar central. Là. Je suis en bas, là, le premier bar du bar. Je vais me commander une bière. Là, Zero-Tra s'embarque. C'est wow. C'est peux-tu te commander une bière ici, puis voici les critères. Effectivement. Et voilà. C'est une exactement super explication. Là, puis je t'ai vu ton build-up, là, puis effectivement, elle est. Parce que la façon classique, c'est que tu as juste le bonsoir qui est vérifié à l'entrée. Puis une fois que tu es rentré, tu fais ce que tu veux à l'intérieur. Ça, c'est le format classique. Le format Zero-Tra, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est que, OK, tu as passé le bonsoir, tu as été chanceux. Lui, tu n'as pas vu que la photo n'était pas pareille ou il t'a demandé ton signe astrologique puis tu as bien répondu par rapport à la date de naissance qui était sur la carte. Fait que là, tu rentres. Là, tu arrives au bar. Puis effectivement, là, en Zero-Tra, le bar va te redemander ton identité, va te redemander de prouver que tu es vraiment qui tu es. C'est sûr que dans le monde réel, c'est très pénible comme approche, mais c'est quand même très parlant. Dans le monde virtuel, dans le monde informatique, cette séquence-là, elle est moins pénible parce qu'elle est généralement transparente à l'utilisateur, à quelques exceptions près. Fait qu'elle n'a pas un poids humain, elle a un poids purement technologique. Mais effectivement, j'arrive pour commander. À chaque fois que je commande de la bière, il faut que je représente mon identité. Je reprouve à chaque fois que j'ai 18 ans, je reprouve à chaque fois que je suis autorisé à commander de la bière. Puis, d'exemple, elle est magique.